Moulad Papazian, bonjour. Bonjour Anaït, Je suis très heureuse de pouvoir commencer cette série de podcasts avec toi. j'en suis très honoré moi-même. Je pense qu'on n'a même plus peut-être besoin de t'introduire, mais j'ai quand même envie de le faire et puis ensuite je vais te laisser revenir sur ton parcours. Moulad Papazian, tu es donc coprésident du CCF et tu es aussi membre du bureau mondial de la FRA. Moi, je connais un peu ton parcours pour avoir travaillé avec toi pendant quand même quelques années. Est-ce que tu peux revenir sur toutes ces années d'engagement, par quoi tu as commencé, quelle association et puis jusqu'à aujourd'hui? J'ai été sensibilisé très tôt à l'action pour la cause arménienne. Moi, je suis né en 1964 et dès 1979, donc j'avais à peine 15 ans, je me suis engagé dans l'action militante au sein de la FRA Norserunt. Pour moi, c'était un engagement naturel puisque j'avais été baigné par mes grands-parents et mes parents dans l'histoire du génocide arménien et la nécessité de mener le combat pour que le peuple arménien obtienne justice. Et donc, on était dans une période assez active dans les années 75-1985, et je me suis engagé, j'ai choisi de m'engager avec la volonté de construire un engagement de long terme. Progressivement, donc, j'ai été à la FRA Norserunt, puis j'y ai pris des responsabilités de dirigeant. Puis j'ai été journaliste à Hayastan, le journal du Norserunt. Puis j'ai été rédacteur en chef du journal Hayastan, où à l'époque on le sortait 2 fois par mois. On avait 50 pages tous les 15 jours. On avait arrêté d'aller à l'université et à l'école à ce moment-là pour se consacrer justement à la rédaction de ce journal et au combat pour la cause arménienne. C'était pas forcément une bonne idée, hein. Ouais, Je dis pas ça pour que ce soit un exemple, mais je voulais marquer un peu le contexte du militantisme à l'époque. Et ensuite, je me suis engagé tout naturellement, évidemment, dans les rangs de la FRA Tashnak-Soutioun, avec une longue période de militantisme, puis la direction du Parti pour la France et pour l'Europe occidentale, et puis l'engagement en 2015 au sein du Bureau mondial de la FRA. Et puis à un moment donné, en fait, avant 2015, puisque nous avions participé à la fondation du CCAF en 2012, j'ai été coprésident du CCAF avec Alain Toragnan. À l'époque, on était évidemment sur les combats de reconnaissance du génocide arménien, de pénalisation de la négation du génocide, de la lutte contre l'entrée de cette Turquie-là dans l'Union européenne. On était bien sûr dans le soutien à la cause de l'Artsakh, avec la popularisation auprès du monde politique et diplomatique des revendications arméniennes de l'Artsakh contre le régime dictatorial de l'Azerbaïdjan, puis en faveur de la reconnaissance de l'indépendance de l'Artsakh, et puis évidemment en soutien à l'indépendance de l'Arménie, à l'État arménien, qui est toujours en danger par les forces panturques, et donc c'était un engagement assez dynamique. Et puis il y a eu aussi le sujet de la culture arménienne, du soutien à la culture, parce qu'en réalité, toutes ces questions-là, le génocide, la pénalisation de la négation du génocide, l'Artsakh, le soutien à l'Arménie, la culture, ça fait partie de la cause arménienne. C'est-à-dire que rester arménien en diaspora, ça fait partie du combat pour la cause arménienne, parce que si on veut que la diaspora reste forte, puissante, eh bien, il faut que nous puissions la structurer, nous puissions la renforcer encore plus. Et moi, je sais que la question de la langue n'est pas un sujet pour moi. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on peut être arménien sans parler l'arménien, qu'on peut être engagé pour la cause arménienne sans parler l'arménien. Dans notre mouvement Fedaï à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, plein de Fedaï arméniens ne parlaient pas arménien en fait. Mais ils se sentaient arméniens. Ils se sentaient arméniens. Et puis on a même eu des étrangers, même des Turcs ou des Kurdes, qui ont milité dans nos mouvements, qui ne parlaient pas arménien. Mais moi j'ai voulu apprendre. Mais moi j'ai voulu faire cet effort-là, parce que d'abord j'aime cette langue. J'aime cette langue. Et je préfère même peut-être le Arevelahay au Arevmedahay. Je préfère même peut-être dans la tonalité l'arménien oriental à l'arménien occidental. Mais j'aime ces langues et j'ai voulu faire l'effort de l'apprendre. Et c'était difficile parce que je ne suis pas allé à l'école arménienne.
Et j'ai beaucoup appris, en fait, grâce au militantisme, grâce aux réunions, grâce aux rencontres, grâce aux amis arméniens qui venaient du Liban, qui venaient d'Arménie ou qui venaient d'Iran. Et donc, moi, j'ai fait cette force sans jamais avoir de complexe de mal parler à un moment donné. Et puis, donc, finalement, j'ai pu accéder à un niveau qui est correct aujourd'hui pour pouvoir communiquer, participer à des débats, à des interviews, à faire des conférences. Voilà. Et donc, voilà. Mais je dis que pour moi, ça n'est absolument pas une condition, parce que beaucoup d'Arméniens ont été découragés dans les années 70-80 parce qu'ils ne parlaient pas arménien. Ils se sont dit, si on ne parle pas arménien, on ne peut pas s'engager. C'est faux. On peut s'engager, il faut s'engager, même si on ne parle pas bien l'arménien ou si on ne parle pas l'arménien. J'ai fait les calculs, je ne suis pas très forte en maths, mais j'ai l'impression que ça fait 45 ans, près de 45 ans de militantisme. Ça peut être correct? C'est ce que tu viens de donner mon âge, donc. Oui, j'essaye pas de donner mon âge, c'est ça. Mais j'ai essayé de calculer depuis. Non, j'ai 60 ans aujourd'hui. Et donc, effectivement, je me suis engagé très tôt. J'avais à peine 15 ans. J'avais un peu avant 15 ans. Et oui, ça fait 45 ans de militantisme, mais sans arrêter, en fait, sans baisser le volume de mon engagement. C'est important. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, pas du tout. Chacun, c'est aussi un engagement personnel. C'est aussi un choix personnel, c'est aussi un choix de vie. J'encourage tout le monde à s'engager, chacun à sa manière et chacun avec son intensité. Les années 79-80, c'était des années passionnantes pour la cause arménienne. Le génocide arménien n'avait pas encore été reconnu. On parlait peu des Arméniens dans les médias. Même en France. Même en France. C'est à partir de ce moment-là que les organisations internationales, les États ont commencé à reconnaître le génocide arménien, mais parce qu'il y avait toujours un accompagnement, évidemment, des organisations de défense de la cause arménienne, dont le CDCA, qui à l'époque était en pointe sur ce sujet. Et donc, c'était une période, je dirais, on a eu cette période-là, et puis on est après la période de la lutte de libération de l'Artsakh, et puis on a eu la période de la construction de l'État arménien avec l'indépendance. Puis on a eu ensuite la question de la pénalisation de la négation du génocide, on a eu la question de la popularisation de l'indépendance de l'Artsakh. Ce sont des thématiques toutes majeures qui ont accompagné en fait ces dizaines d'années d'engagement. Dans toutes ces années, et c'est des périodes qui sont très différentes aussi, mais dans toutes ces années, si tu devais choisir, par exemple, le plus beau jour, le plus beau souvenir de toutes ces années, dans ton travail pour la cause arménienne, ce serait lequel? Je vais vous dire, moi, c'était la libération de Max Khalilkinjan. D'accord. C'était le 22-23 janvier, le procès 1982 à Aix-en-Provence. Et en fait, Khalilkinjan, moi j'étais spécialisé sur l'affaire Kinjan à Hayastan à l'époque, j'avais 15-16 ans, 17 ans. Et donc, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup lutté concrètement, on a fait des meetings, on a fait des manifs, on a fait des campagnes de presse, etc. pour la libération de Khalilkinjan. On s'est réunis sur place à Aix-en-Provence pendant 2 jours et finalement on a réussi, on a gagné en fait. On a gagné, c'est-à-dire on a réussi tous ensemble à faire libérer Khalilkinjan. Et pour moi, j'avais à l'époque 17 ans et je trouvais que c'était le plus beau jour de ma vie en fait, parce que c'était concret. Quand un Arménien s'était engagé au péril de sa vie, qu'il avait été emprisonné pour la cause arménienne et qu'on avait travaillé pendant 2 ans, jour et nuit. Moi, je me souviens, à l'époque, on n'avait pas de moyens. Pour organiser des meetings, on envoyait des courriers à la communauté arménienne. Mais comme on n'avait pas de moyens, on écrivait des adresses à la main. Et comme c'était l'hiver et qu'on avait peu de chauffage dans cette maison, bien, on était habillés, on écrivait des adresses à la main pour les enveloppes, pour envoyer aux gens pour qu'ils participent aux manifs, qu'ils participent aux meetings et qui nous aident à financer la défense de Khalilkinjan. Et on a réussi. Oui. Ce serait intéressant de comparer au fur et à mesure des podcasts les réponses des autres, mais j'ai l'impression que beaucoup vont dire ce moment-là. Parce que quand on discute un peu avec cette génération-là, c'était un moment qui était marquant, quoi. Ça a marqué beaucoup de personnes. Ça a marqué beaucoup de personnes, c'est vrai. Et ça s'est passé en France. Ouais. C'était quelqu'un que nous connaissions.
un ami, de la famille, et donc on s'est vraiment battu sans compter, sans s'économiser sur tous les points pour le libérer, et on a réussi à le libérer en fait. Ouais. Et à l'inverse, ton pire souvenir? Mon interdiction de rentrer en Arménie. Quand dans la nuit du 13 au 14 juillet, j'ai été interpellé, déclaré persona non grata et renvoyé d'Arménie, ça fait quelque chose. Bien sûr. Quand après, effectivement, ces 40 années d'investissement au quotidien, se voit notifié par sa patrie, par le gouvernement, évidemment, les autorités, le régime de Nicole Pachinian, que vous êtes persona non grata en Arménie. J'étais persona non grata en Turquie et en Azerbaïdjan. Jamais de ma vie, je pensais qu'il pourrait aller aussi loin. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me battre, d'organiser ma défense, de donner les moyens à ma défense. Et finalement, on a gagné. Y compris dans un contexte où on sait très bien qu'une grande partie des juges est aujourd'hui sous l'emprise du régime actuel. Il a fallu une juge courageuse, et je veux lui rendre hommage, une juge courageuse qui a compris en réalité qu'il n'y avait aucune raison juridiquement valable, puisque je me souviens, le procès devait se dérouler un jeudi de janvier 2024, et le lundi, ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais interdit en Arménie, ça faisait 1 an et demi que le tribunal demandait aux services de sécurité de donner la raison, juste la raison, pas de preuve, juste une raison de mon interdiction. Et ça faisait 1 an et demi que le service de sécurité refusait. Et le lundi, la juge a dit, on a une audience jeudi. Est-ce que vous allez amener la preuve jeudi? Ils ont répondu non. Elle a dit, je n'attends pas jeudi, j'annule la décision. C'est beaucoup de courage. Et je sais d'ailleurs que depuis ce moment-là, cette juge a été stoppée dans son ascension professionnelle en Arménie parce que le pouvoir n'a absolument pas accepté ou digéré effectivement que la justice puisse me donner raison. Donc ça, c'était mon pire moment. C'était le pire moment de ma vie de militant, et je dirais que c'était le pire moment de ma vie tout court. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, avec toutes ces années d'engagement, avec tous les sacrifices personnels que tu as pu avoir, et c'est normal, enfin, je veux dire, quand on s'engage à ce niveau-là, quand on décide de passer autant d'heures dans des associations au lieu de les passer sur ses affaires personnelles, avec sa famille, enfin voilà, quand on traverse toutes ces années-là et qu'à la fin, il y a un moment comme ça, est-ce que tu te dis, tout ça pour ça, en fait, peut-être que j'aurais mieux fait de faire autre chose finalement et que ça aurait été... jamais, par exemple, dans le monde des affaires, ça se serait terminé comme ça, tu vois, enfin, t'as la main. Est-ce qu'à un seul moment, tu t'es dit, ouais, tout ça pour ça, quoi? Jamais. Jamais. L'engagement est trop profond, en fait. Il vient de tellement loin que, en fait, on doit tous avoir conscience que ce régime va partir, qu'il est arrivé, qu'il va partir. Ce régime ne tiendra pas. Le peuple arménien va se réveiller et les conditions seront réunies pour que ce régime n'existe plus. Dans peu de temps, d'ailleurs. Ça va se passer dans peu de temps. Et donc, jamais j'ai pu être influencé par une décision d'un Nicole Pachinian. Jamais, jamais. Au contraire même. Ça m'a renforcé dans ma condition que j'étais dans la vérité. Et que si, en fait, il n'a pas pu utiliser des moyens démocratiques contre moi, parce qu'il a été obligé d'utiliser une décision autoritaire, autoritariste, ça veut dire qu'on a raison et qu'il faut qu'on continue ce combat. Là, et qu'on est dans la bonne jamais. direction. C'est un engagement d'une vie. Personne ne peut. Je ne suis pas rentré dans le mouvement pour quelqu'un. Je ne vais pas en sortir à cause de quelqu'un non plus. À partir du moment où le régime en place en Arménie déconstruit tout le combat de la cause arménienne, efface toutes les valeurs qui incarnent la cause arménienne, a décidé de sortir de l'ordre du jour de la politique étrangère la question de la reconnaissance du génocide arménien, considère que l'Artsakh, historiquement, fait partie de l'Azerbaïdjan, qu'il ne met pas la question des otages, la libération des otages à l'ordre du jour des négociations avec l'Azerbaïdjan, que la question du droit au retour est absolument taboue
pour le gouvernement arménien. Et qu'il considère qu'au sein du peuple arménien, il y a les Noirs, il y a les Blancs, il y a les élites, il y a le peuple, il y a les Arméniens de diaspora et ceux d'Arménie, et en Arménie, les Arméniens d'Artsakh et les Arméniens d'Arménie, je dis que c'est un devoir de défendre nos valeurs et de lutter contre ces tendances-là. C'est un devoir si on défend la cause arménienne. En revanche, tous ceux qui ne défendent pas la cause arménienne, qui ont refusé de défendre la cause arménienne durant toutes ces années, peuvent se retrouver aujourd'hui dans les idées et dans la posture de Nicole Pachinian. Mais on ne peut pas être un défenseur de la cause arménienne. On ne peut pas être un combattant de la cause arménienne et se taire par rapport à ce qui se passe en Arménie et par rapport au parti pris du régime actuel de Nicole Pachinian. Alors je dirais que c'est un devoir en fait. C'est un devoir. Et se taire, c'est être complice. C'est être complice de ce qui se passe. Et ce qui se passe est vraiment, vraiment grave en Arménie. Et on ne peut pas se taire. C'est-à-dire que je dirais que la force de notre combat, c'est le courage. Il faut avoir du courage. Alors, ce n'est pas facile de critiquer un gouvernement d'Arménie. Ce n'est pas facile. J'entends ça. Mais se taire aujourd'hui, c'est faire preuve de lâcheté. Il va y avoir une campagne électorale bientôt, puisque les prochaines élections ont lieu le 7 juin. Ce serait intéressant d'organiser dans la diaspora des débats sereins sur les raisons pour lesquelles les uns ne veulent pas que Nicole Pachinian soit réélu, et les raisons pour lesquelles les autres souhaitent au contraire que Nicole Pachinian soit réélu. Ce serait intéressant de mettre ces débats sur la place publique pour que tout le monde puisse s'exprimer et surtout pour que la population, la communauté soit éclairée par les arguments des uns et des autres. Moi, je suis toujours un partisan du débat parce que je trouve que le débat est clair et qu'on peut très bien avoir des oppositions d'arguments et puis enrichir le débat. Mais surtout, le débat est utile pour que la communauté sache qui défend quoi en fait. Est-ce que tu défends l'Artsakh, la reconnaissance du génocide? Est-ce que, contrairement à ce qu'a dit Pachinian, tu considères qu'il faut maintenir les plaintes internationales devant les tribunaux internationaux? Parce qu'il a dit ça aussi. Il s'est engagé auprès d'Aliyev à retirer toutes les plaintes contre l'Azerbaïdjan sur le plan international. Comme si l'Artsakh n'avait pas eu d'épuration ethnique, comme s'il n'y avait pas d'otages aujourd'hui en Artsakh, en Azerbaïdjan, comme s'il n'avait rien dit sur le génocide, comme si... Il a quand même, en Suisse, émis des doutes sur la réalité du génocide arménien. Comment on peut continuer à soutenir, ne serait-ce que du bout des lèvres, ce dirigeant-là? Moi, je suis fier d'être dans le camp dans lequel je suis, vraiment, et je suis tranquille. Je suis tranquille. Il y a un format, Milad, qu'on avait envie de lancer avec ce podcast, c'était un peu se plonger dans les pages du passé et de voir ce qui a été dit, ce qui a été écrit à certains moments dans le passé. Et il se trouve que, tu l'as rappelé, mais il se trouve que tu as été rédacteur en chef de Hayastan et on a réussi à retrouver un de tes articles. Alors cet article, il date des années 90, de 1990. Et j'ai envie de te le lire parce qu'il est frappant d'actualité. C'est donc un édito. C'est un édito qui a été signé de ta part dans les années 90. Il faut que je réussisse à l'ouvrir. Hop. Voilà, c'est sur la Turquie. Le titre, c'est « Plein feu sur la Turquie, point d'interrogation ». Et alors, je ne vais pas lire tout l'édito, mais je vais finir par la conclusion. Et par ce que tu dis, le peuple arménien, ses organisations et partis politiques doivent être enfin soutenus dans ce combat par l'Arménie et ses structures gouvernementales. C'est la condition sine qua non pour assurer le succès de la cause arménienne. Et si ce gouvernement d'Arménie ne s'engage pas auprès du peuple arménien, c'est le peuple arménien qui s'engagera à le délégitimer. Car le combat contre la Turquie demeure incontournable, tant pour les Arméniens de la diaspora que pour ceux d'Arménie. Alors, on était effectivement en avril 1990. On était sous le régime de Levon Ter-Petrosyan et on était encore en Arménie soviétique. Mais à l'époque, il y avait un parlement. Il était président du parlement arménien, Levon Ter-Petrosyan. Il n'était pas encore président de la République, parce que les élections ont eu lieu en septembre 1991.
Et donc, à ce moment-là, on savait déjà quel était le parti pris de Ter-Petrosyan par rapport à la Turquie. Et on savait déjà que l'Arménie n'était pas à nos côtés dans ce combat-là. Et nous avions la conviction que lorsque l'Arménie et la diaspora sont sur la même longueur d'onde, nous réussissons ensemble, unis, fédérés. En revanche, lorsque l'Arménie et la diaspora sont dans des positions opposées, le camp arménien perd. Et donc, on avait entamé effectivement cette campagne-là, et en fait, on nous a donné raison. Puisque à partir de 1998, quand Levon Ter-Petrosyan n'était plus au pouvoir, entre 1998 et 2008, on a eu à peu près une quinzaine de reconnaissances du génocide arménien, parce que le gouvernement arménien, à l'époque, avait mis à l'ordre du jour la question de la reconnaissance du génocide arménien. L'Arménie doit être présente dans ce combat-là. C'est la mémoire. L'Arménie est dépositoire de la mémoire du peuple arménien. En Arménie, aujourd'hui, il y a 50% de la population qui est issue du génocide arménien. Aujourd'hui, on est comme en 1990, en fait. Exactement comme en 1990, avec un régime. Et en 1990, Levon Ter-Petrosyan ne niait pas la réalité du génocide arménien, pas du tout même. Il considérait que l'Arménie ne devait pas s'engager dans ce combat-là, mais il ne mettait pas en cause la réalité du génocide arménien. Lui, Pachinian, remet en cause la réalité du génocide arménien parce qu'il a envie de mettre en place des accords entre la Turquie et l'Arménie dans un temps court, des accords commerciaux, des accords d'échange qui vont encore plus affaiblir l'Arménie telle que toi et moi on l'imagine. Qu'est-ce que tu dis à tous ces gens-là qui croient en ces accords commerciaux, qui se disent on peut faire la paix, on va faire du business ensemble et on va sortir l'Arménie de l'étau dans lequel elle se trouve? Moi je dis que, bien sûr, tout le monde veut la paix. Toutes les forces politiques en Arménie veulent la paix. Contrairement à ce que dit Pachinian, il n'y a pas que lui qui veut la paix et les autres qui veulent la guerre. Personne ne veut la guerre en réalité. Mais, contrairement à Pachinian, on considère qu'il y a un autre chemin pour arriver à la paix. Il y a un autre chemin. Or, lui, il a décidé de ne pas négocier, de tout lâcher. De ne pas négocier avec l'Azerbaïdjan, de tout lâcher, de ne pas négocier avec la Turquie, de tout lâcher, d'ouvrir le pays. Ce qui va se passer, c'est que demain, si la Turquie et l'Arménie ont des accords de coopération commerciale, compte tenu du fait que nous savons, toi et moi, que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne veulent pas faire la paix avec... l'Azerbaïdjan et la Turquie ne veulent pas faire la paix avec l'Arménie, mais veulent mettre la main sur l'Arménie. Eh bien, je peux vous assurer, et vous verrez si les choses se passent mal, dans les 3 à 4 années à venir, à partir du moment où les relations commerciales seront lancées, on aura quelques dizaines de pourcents de l'économie de l'Arménie aux mains des entreprises turques. Ce qui fait que, premièrement, la Turquie aura une vraie influence en Arménie. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est l'économie qui domine le politique, ou c'est l'économie même qui dicte le politique. On aura des Arméniens, des centaines de milliers, qui vont travailler pour des entreprises turques. On aura une partie de l'agriculture, une partie du real estate, une partie du tourisme et de l'hôtellerie, qui sera aux mains d'entreprises turques, proches d'Erdogan. Ce qui va créer une vraie fracture entre une partie de la diaspora et l'Arménie. C'est-à-dire une partie de la diaspora très militante, aura plus envie, se sentira même plus en sécurité en Arménie, probablement. Et à partir de là, on aura peut-être un rehaussement du niveau de la vie en Arménie pour certains, mais on aura perdu tout honneur. On aura perdu tout honneur et il n'y aura plus l'apport de la diaspora ou d'une partie de la diaspora qui réagira forcément épidermiquement. On aura forcément aussi un nouveau départ des migrations d'Arménie
puisque moi je connais beaucoup d'Arméniens d'Arménie qui disent si cela arrive, moi je partirai du pays. Et on aura donc un affaiblissement des relations entre l'Arménie et la diaspora. Et donc un affaiblissement du côté arménien, un affaiblissement du camp arménien en réalité. Et donc oui, il y aura la paix, ça c'est sûr, mais en mettant le peuple arménien à genoux et en piétinant l'honneur du peuple arménien et surtout en anéantissant tout projet d'avenir pour l'Arménie. C'est-à-dire que l'Arménie sera à genoux devant l'Azerbaïdjan et à genoux devant la Turquie. Ce n'est pas tout à fait cette perspective qu'on imagine, nous, pour l'Arménie indépendante, pour l'Arménie souveraine. On imagine plutôt une Arménie fière, une Arménie forte, une Arménie respectée, une Arménie qui a des alliances. Une Arménie qui, effectivement, doit avoir des relations diplomatiques avec ses voisins, doit avoir des relations diplomatiques avec la Turquie. Mais à travers ces relations diplomatiques, c'est d'expliquer au monde entier les raisons pour lesquelles l'Arménie doit rester souveraine et indépendante, les raisons pour lesquelles il n'est pas possible que la Turquie puisse investir en Arménie, puisse se développer en Arménie, tant que le génocide arménien ne sera pas reconnu, tant que les droits du peuple arménien ne seront pas reconnus. Et je dirais qu'on a besoin d'un grand dirigeant qui aille expliquer ça à la communauté internationale, qui aille faire un grand discours référence à l'ONU. Il est où le discours référence à l'ONU de Nicole Pachinian, alors qu'il a eu 100 fois l'occasion? Pendant la guerre des 44 jours, il a rassuré la communauté internationale en disant « Harteluenk ». On va gagner. On va gagner. Il disait à Macron, quand Macron lui envoyait des messages sur Telegram, Macron s'inquiétait de la situation sur le terrain, il disait « Ne t'inquiète pas, tout va bien, on va gagner, tout va bien, on va gagner ». Je le sais, parce qu'il nous l'a dit, Macron, le 12 novembre 2020, lorsqu'on est allé à l'Élysée. Il nous a dit « Je vais te poser des questions à Pachinian en direct pour savoir comment ça se passait », il me rassurait « Tout va bien ». Alors pendant cette guerre, il fallait au contraire alarmer la communauté internationale, demander l'intervention des puissances, aller à l'ONU pour demander qu'on arrête cette guerre et qu'on sanctionne l'Azerbaïdjan et qu'on dénonce la présence des djihadistes et qu'on dénonce la présence des 80 experts militaires turcs qui sont allés piloter la guerre. Non, lui, au contraire, pendant toute cette guerre, il a dit que tout allait bien, qu'on allait gagner cette guerre. Alors il faut un dirigeant, il faut un grand dirigeant pour ce pays, pour l'Arménie. Un grand dirigeant qui rassemble l'Arménie et la diaspora. Un grand dirigeant qui accepte l'Arménie avec son héritage, c'est-à-dire avec sa diaspora. Puisque pendant des dizaines d'années, on n'a pas eu d'État indépendant et que la diaspora a porté la mémoire arménienne, a porté le projet du futur, a porté l'idée d'indépendance de l'Arménie, parfois envers et contre tous. Et donc, il faut un grand dirigeant qui aille effectivement devant les instances internationales, pointer du doigt la nécessité effectivement d'une paix avec les voisins, mais le danger, le risque que font peser ses voisins sur la sécurité de l'Arménie. Et on doit dire que nous ne sommes pas prêts à nous mettre à genoux, et que nous voulons que nos voisins reconnaissent nos droits, reconnaissent notre mémoire, reconnaissent notre passé, et acceptent qu'on ait un avenir en tant qu'État indépendant, un avenir en tant qu'État qui appartient à l'ensemble de la nation arménienne, intégrer la diaspora comme le fait Israël, et non pas comme le font d'ailleurs tous les gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance de manière honteuse. Le rapport de l'État arménien, de tous les gouvernements envers la diaspora, est un rapport minable. Minable. Pour des raisons différentes. Et donc on a besoin, et c'est le moment de construire ça, puisqu'on a une échéance démocratique qui arrive vers une alternance possible, le 7 juin 2026, il faut construire ça. Il faut construire l'Arménie à la lueur, je dirais, d'une réalité pan-arménienne qui peut lui donner de la puissance, de la vie. Oui, et face à des ennemis, t'en as parlé, hein, mais toi et moi aussi, parce qu'on le suit, mais face à des ennemis, et notamment l'Azerbaïdjan, qui parle de l'Arménie, pendant que Nicole Pachinian parle de paix, on a un Azerbaïdjan qui dit l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan occidental, quoi. Bien Donc, sûr. à aucun moment, il se prépare
sous quelque forme d'ailleurs, à une paix possible. Il se prépare à prendre toute l'Arménie. Je veux dire, il prépare sa population à prendre toute l'Arménie. Mais si on peut prendre l'Arménie doucement, par l'économie, Même plus besoin des armes, quoi. doucement, par l'économie, par le soft power, C'est vrai. par l'argent, pourquoi on ne le prendrait pas la guerre, en réalité? C'est ce qui se prépare. C'est le plan dès 2018. Toutes ces personnes qui aujourd'hui continuent de soutenir Nicole, moi je me souviens très bien, et tu sais quoi, je vais faire la confidence, j'en faisais partie. À la fin du mandat de Serge Sarkissian, je disais c'est plus possible de continuer avec Serge Sarkissian parce que, clairement, il respectait aucune règle de démocratie et il y avait une forme de frustration et je pense à raison. C'était plus possible de continuer comme ça. Si on fait la comparaison du mandat de Serge Sarkissian et la tournure que prend le mandat de Nicole, qui d'ailleurs il y a quelques jours disait le gouvernement c'est moi et quiconque me critique dans le gouvernement peut sortir. Comment tu verrais cette comparaison entre celui qui symbolisait j'ai pas envie de dire la dictature, mais en tout cas qui ne symbolisait pas la démocratie, et celui qui aujourd'hui, prétendument, serait censé symboliser la démocratie? Toi, tu en as eu marre du mandat de Serge Sarkissian à la fin de son mandat. Nous, au début de son mandat, en 2009, il a pris son mandat en 2008, en 2009, on a organisé dans le monde entier des manifestations contre Serge Sarkissian. Parce que Serge Sarkissian voulait signer les protocoles arméno-turcs, justement, ce dont on a parlé tout à l'heure, d'ouverture de l'Arménie, d'ouverture économique de l'Arménie à la Turquie. Et nous nous sommes opposés à lui assez violemment, entre guillemets. La première manifestation contre ces protocoles a eu lieu à Paris, vous vous en souvenez très certainement. En octobre 2009, nous étions sur la place Komitas à Paris et Serge Sarkissian est arrivé. Et on a eu un face-à-face. Et on a été tabassé par la police, et on a eu des mots assez durs en face à face, lui et moi d'ailleurs. Et Serge Sarkissian ne m'a pas interdit de rentrer en Arménie. Il a accepté cette opposition. Et on a organisé des manifestations ensuite à New York, à Beyrouth, à Los Angeles, partout où il allait, jusqu'en Arménie. On a organisé des manifestations au Canada, en Argentine, dans tout le Moyen-Orient, une grande campagne contre les protocoles et donc contre la démarche de Serge Sarkissian. Et donc nous sommes sortis du gouvernement à ce moment-là, en fait. Et nous sommes sortis du gouvernement à ce moment-là et nous avons mené un vrai travail de lobbying. Et en 2015, à l'occasion des 100 ans du génocide, il y a eu la fameuse déclaration à l'occasion du centenaire de l'État arménien, qui s'inscrivait véritablement dans l'héritage de la cause arménienne, qui considérait effectivement que l'État arménien doit soutenir le combat pour la cause arménienne parce qu'il en est le dépositaire. Moi, j'ai eu, juste après, 2 face-à-face, 2 échanges avec Serge Sarkissian, 2 échanges politiques. Et il m'a remercié d'avoir organisé ces oppositions-là, en disant c'est vous qui aviez raison en réalité à l'époque. Ouais, il a reconnu. Il a reconnu que nous avions raison et il s'est conduit en chef d'État. Après, on a d'autres raisons pour lesquelles, effectivement, on comprend que le peuple d'Arménie en avait assez de ce régime. Il peut y avoir d'autres raisons pour ça. Mais je dois dire qu'il avait plutôt très bien évolué entre 2008 et 2015, 2016. Et moi, j'ai rencontré en 2016, en face à face, à 2 reprises. Mais en 2014 déjà, alors que nous n'étions pas réconciliés, à la faveur du premier voyage officiel de François Hollande, président de la République en Arménie, nous sommes allés visiter Carrefour. Et à un moment donné, dans un moment d'égarement, la délégation était dispersée et je me retrouve à sortir à côté de Serge Sarkissian. Un pur hasard. Et voilà que son garde du corps me prend et veut m'écarter, en fait, brutalement, parce qu'il était là à Paris, le garde du corps, il est mort depuis.
Donc, il veut m'incarner. Et Serge Sarkissian l'engueule pour lui dire laisse Mourad tranquille. Et on a échangé, on est monté tranquillement, voilà. Mais il avait aussi une posture qui est une posture qui, lui, il n'est pas arrivé par la démocratie, on ne va pas se mentir. Hein. À l'époque, effectivement, on peut reconnaître que les choses n'étaient pas simples. Mais je veux dire, il n'a pas été porté par un mouvement démocratique. Il est arrivé par des élections qui pouvaient être contestées par certains à un moment donné. Et donc, par contre, il a eu cette retenue-là. Il s'est comporté, je trouve, en chef d'État. Voilà. Il ne m'a pas interdit de rentrer en Arménie, alors que là, j'avais vraiment organisé le mouvement contre lui. Ce que je n'ai pas fait contre Nicole Pachinian. Tu as justement parlé de la collaboration avec Kocharian dans les années 90. Aujourd'hui, la FRA, concrètement, elle travaille aussi avec Kocharian et c'est une critique qui a beaucoup été faite à la FRA. Comment tu expliques ce qui s'est passé, cette alliance avec Kocharian ? D'abord, en fait, historiquement, on a combattu avec Kocharian, il a combattu à nos côtés, on a combattu à ses côtés en Artsakh. Oui. Au cours de la lutte de libération de l'Artsakh, pendant la Première Guerre, vous le savez, le Tashnakshoun a joué un rôle essentiel, et lui aussi. Et donc, on était compagnons de guerre à ce moment-là. Et il n'y avait pas les Tashnag, les machins. C'était, tout le monde était là. Tous ceux qui étaient sur le terrain étaient ensemble pour gagner la guerre. Et on l'a gagnée dans ces années-là, la guerre. Ensuite, il a succédé à Levon Ter-Petrosyan, qui avait interdit le Tashnak-Soutoun, qui avait expulsé son leader, Raïr Malouchian, en 1992, qui avait interdit le Tashnak-Soutoun en 1994 et qui avait emprisonné ses dirigeants également. Lui, il est arrivé au pouvoir en 1998. Il a levé l'interdiction contre le Tashnak-Soutoun, considérant que c'était anormal, que c'était une mesure politique et que si on voulait construire un État de droit, il fallait déjà que les partis politiques puissent librement agir. Et puis on est rentré dans le gouvernement parce qu'on avait une proximité avec lui à ce moment-là, une vraie proximité de combat. On est rentré dans le gouvernement pour deux raisons. Et notre logique, en fait, de rentrer dans des gouvernements dans lesquels on était minoritaire, en réalité, où on pouvait très bien ne pas se sentir, par exemple, sur le volet social, par exemple, sur le volet des monopoles ou de l'économie, on pouvait très bien ne pas être à l'aise. Mais on voulait rentrer parce qu'on considérait que l'État arménien avait un rôle à jouer dans la cause arménienne et que nous, à l'intérieur, alliés, c'était plus facile de jouer ce rôle-là. Et entre 1998 et 2008, on a vraiment eu raison. On a gagné de ce côté-là. On a construit une Arménie officielle, un Yerevan officiel, qui soutenait, qui était actrice même des reconnaissances du génocide arménien à travers le monde. Et donc, est-ce qu'on regrette ça ? Non, on ne regrette pas ça. Et deuxièmement, nous ne voulions pas laisser tout le pouvoir à la majorité de l'époque. Ça a été notre logique aussi au début avec Serge Sarkissian. Est-ce qu'on a intérêt finalement à un Tashnak-Soutoun dans le gouvernement ou est-ce qu'on a intérêt à ce que le Tashnak-Soutoun ne soit pas dans le gouvernement ? On disait, nous à l'intérieur, on a cette petite musique-là. On peut changer les choses. On peut essayer en tout cas de changer les choses. On fait partie, on peut essayer de mesurer. Je voudrais vous donner un exemple, tiens, qui me vient à l'esprit maintenant. En 2016, nous étions dans le gouvernement. On était rentrés en 2015. On était rentrés fin 2015. En 2016, pendant l'affaire des Sasna Zarej, la prise d'otage au commissariat à Yerevan, en 2016, ou même dans le mouvement Yerevan électrique, ce mouvement de contestation, etc., où la police a commencé à réprimer fortement. Nos députés, on était dans la majorité, nos députés sont allés dans le mouvement et ont interdit à la police d'agresser les manifestants. Ils ont fait une chaîne devant la police. Ils ont dit au chef de la police, on est dans la majorité. On est dans la majorité, ne touchez pas aux manifestants. Et le message est arrivé à Serge, et Serge a donné l'ordre de ne pas toucher aux manifestants. Lorsque, en 2016, il y a eu ça, la même chose s'est produite. La même chose s'est produite.
Quand des manifestations ont été réprimées, on a demandé que les manifestations arrêtent d'être réprimées. La police a arrêté de les réprimer. Quand Alek Enikoméchian, qui est un militant bien connu, a été arrêté en Arménie, on l'a fait sortir de prison. Quand Nicole Pachinian a été arrêté, nous étions dans le gouvernement. Nous avons demandé, on est allé voir Serge Sarkissian, on lui a demandé, il faut que tu libères Nicole Pachinian. Hrant Markarian, qui était représentant du bureau à l'époque, est allé en prison voir Nicole Pachinian. Il lui a dit, est-ce que tu veux que je dise à ta femme que tout va bien ? On a fait ça. Donc c'est utile qu'on soit dedans. Ne serait-ce que pour ne pas laisser tout le pouvoir au parti dominant, au parti majoritaire. En 2021, oui, nous avons fait alliance avec Kocharyan. Parce que nous étions conscients qu'il fallait faire tomber démocratiquement Nicole Pachinian. Et que nous avions besoin d'alliés à l'époque pour le faire. Seuls, nous n'aurions évidemment pas pu le faire. Et donc on a essayé de rassembler des alliés autour de nous pour essayer d'empêcher que ce qui est arrivé arrive. En politique, on va chercher des alliés. On ne va pas chercher des amis. On va chercher des alliés avec lesquels on peut s'entendre sur un programme, sur un plan, sur un objectif. C'est pas pour ça qu'on passera les vacances avec lui. Ça n'a rien à voir. On n'est pas d'accord sur tout, mais on va chercher des alliances. Et si on avait gagné en 2021, on n'aurait pas eu tout ça. On n'aurait pas eu la perte de l'Artsakh, on n'aurait pas eu l'épuration ethnique, on n'aurait pas eu l'Arménie serait engagée pour la libération des otages sur le plan international. Il y aurait eu des négociations avec l'Azerbaïdjan probablement, évidemment. Il y aurait peut-être même des relations diplomatiques avec la Turquie, mais plus fortes que ça. Donc, l'objectif était celui-là. On a échoué. On ne peut pas nous reprocher d'avoir tenté de créer une alliance pour renverser démocratiquement Nicole Pachinian. Si on n'avait pas créé d'alliance, si on était allé seul, on nous aurait dit « Mais vous n'avez pas été capable de faire une alliance, mais seul, comment vous vouliez gagner les élections ?» Puisqu'en Arménie, en réalité, dans l'histoire des élections en Arménie, on a été entre 4% en 1991 et 13,5% en 2007. On n'a pas fait plus qu'entre 4 et 13,5. Donc on ne peut pas prétendre gagner des élections avec ce niveau ce niveau. Voilà. Donc on a cherché des alliances. Qu'on ne nous reproche pas d'être allé chercher des alliances pour faire tomber Nicole, alors qu'on a vu ce qu'il a fait depuis. La dernière question, Moulad, de ce format, c'est quel avenir t'imagines pour la cause arménienne ? Qu'est-ce que tu souhaiterais pour les 60 prochaines années de la cause arménienne ? Le plus essentiel, c'est que le peuple de diaspora, le peuple d'Arménie et le peuple d'Artsakh puissent s'allier pour construire l'Arménie de demain. L'Arménie de demain doit être une Arménie ouverte sur sa diaspora, doit être une Arménie ouverte sur le monde, doit être une Arménie forte, doit être une Arménie dont l'économie prospère, doit être une Arménie qui, effectivement, s'inscrit dans le multilatéralisme en termes d'alliance. Et pour construire cette Arménie-là, l'État, le gouvernement, le prochain, pourra compter sur une diaspora structurée dans 30 pays. Aujourd'hui, on a 29 743 km². Une Arménie de 29 743 km². Entourée à l'ouest par la Turquie, à l'est par l'Azerbaïdjan, au nord par la Géorgie qui a une alliance avec les deux, au sud par l'Iran qui subit un embargo international, alors que l'Arménie doit devenir également une réalité extraterritoriale. Nous avons été la diplomatie de l'Arménie
la diplomatie officieuse de l'Arménie durant des dizaines d'années. Nous devons être les chambres de commerce de l'Arménie dans 30 pays. Nous devons pouvoir structurer, préparer avec l'Arménie et ses ambassadeurs à travers le monde des alliances militaires, des coopérations militaires avec plein d'États. Nous devons permettre, grâce au réseau que nous avons, aux banques, d'investir en Arménie. Et ça peut se faire à condition que le gouvernement arménien non seulement l'accepte, mais l'impulse en reconnaissant la diaspora comme étant une entité de l'Arménie. Je le dis avec beaucoup de gravité, l'Arménie est la patrie de tous les Arméniens dans le monde. L'Arménie n'est pas que la patrie du peuple d'Arménie. C'est notre patrie. Il se trouve que nous avons une diaspora parce qu'on a eu un génocide en 1915. Alors il y a le malheur d'avoir eu un génocide, mais il y a l'avantage d'avoir une diaspora. Tirons cet avantage. Tirons parti de cet avantage. Et donc pour moi, l'avenir de la cause arménienne, c'est la construction tous ensemble d'un État que nous rendrons très indépendant, que nous rendrons puissant, que nous rendrons économiquement fort et qui sera un État co-géré par la diaspora et par l'Arménie, qui sera un État co-dirigé. Il va falloir que les prochains dirigeants de l'Arménie reconnaissent la diaspora comme une vraie réalité. On a 8 millions d'Arméniens minimum, 8 ou 9 millions d'Arméniens en diaspora. On a 2,5 millions à 3 millions d'Arméniens en Arménie. C'est une réalité tout de même. C'est une réalité tout de même. C'est-à-dire que l'écrasante majorité du peuple arménien se trouve hors d'Arménie. Mais l'écrasante majorité du peuple arménien se sent arménien. L'écrasante majorité du peuple arménien considère l'Arménie comme sa patrie. Et l'écrasante majorité du peuple arménien vibre pour l'Arménie, vibre pour la sécurité de l'Arménie, vibre pour le développement de l'Arménie, vibre pour son indépendance. Et donc nous devons créer des conditions, tous ensemble, dans un échange qui sera un échange historique, d'un co-développement de l'Arménie entre la diaspora et l'Arménie, entre les organisations de diaspora et le gouvernement d'Arménie. Merci beaucoup, Moulay. Merci à vous, merci Anaïd, et joyeux anniversaire au CDCA. 60 ans, ça compte. Bravo en tout cas. Vous êtes une présidente brillante et vous avez une belle équipe autour de vous, des militants qui sont engagés, compétents, sincères. Ça compte. Merci beaucoup. Merci.